Le paradoxe du cancer du sein, c'est que malgré le fait qu'on connaisse tous une femme de notre entourage qui a dû y faire face, on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Pour ma part, c'est ma grand-mère qui a dû se battre il y a quelques années contre cette méchante bête que l'on surnomme souvent le crabe. Nous sommes au mois d'octobre, octobre rose. On voit partout des campagnes de sensibilisation et des chiffres sur le cancer du sein. Il touche une femme sur 7. 2,2 millions de femmes atteintes dans le monde en 2020. 4 types de cancer du sein. 63 ans, l'âge médian du dépistage. De mon côté, je me demande qui se cache derrière ces chiffres. Que ressentent ces femmes tout au long de leur parcours contre le cancer du sein, de l'annonce du diagnostic à la rémission. J'avais envie de savoir ce que l'on ne dit pas, d'avoir un récit au plus proche de la réalité, quand les émotions sont encore vives. C'est pourquoi j'ai demandé à Geneviève de me confier ses états d'âme pendant cette année de combat lors d'une série d'épisodes du podcast. J'avais envie de mettre en lumière une femme qui se transforme en guerrière. Geneviève, je l'ai rencontrée lors de mes études en Belgique. Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises, surtout par le biais de l'association Let's Go, qu'elle a créée avec son mari, qui permet à des personnes en situation de handicap de faire du sport. C'est une femme dynamique et lumineuse, qui a toujours organisé sa vie pour aider les autres. C'est d'ailleurs dans son métier de coach de vie et de conseillère conjugale qu'elle s'épanouit au quotidien. Alors, quand j'ai vu il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux qu'elle avait décidé de rendre public son combat contre le cancer du sein, j'ai de suite eu envie de lui proposer de témoigner dans le podcast. Et elle a de suite accepté. J'ai donc l'honneur de vous partager ma conversation avec Geneviève. Je suis Geneviève, j'ai 54 ans. J'habite à Amay en Belgique, c'est tout près de Liège, c'est une ville qui est plus connue. J'ai un fils de 34 ans qui vit à l'étranger, qui travaille dans une université dans le fin fond des Pays-Bas. Je suis mariée à Luc Huberti, qui, lui, a déjà connu quelque chose de compliqué parce qu'il est amputé d'une jambe depuis 20 ans suite à un accident de voiture. Donc, nous sommes très, très actifs dans le monde associatif. On a créé une ASBL qui aide les personnes qui subissent un handicap à se reconstruire par le sport. Donc, pour justement aider Luc dans cette démarche-là, j'ai commencé moi à faire du sport, donc je cours, je fais un peu de vélo. Ma passion assez récente, c'est le piano. J'ai commencé à apprendre le piano et je fais 1 à 2 heures de piano chaque jour. Au niveau professionnel, je suis donc coach de vie, mais aussi conseillère conjugale. Donc voilà, je reçois des gens en individuel, mais aussi en couple pour les aider à avancer dans leur vie quand il y a des moments un petit peu compliqués. Je suis une passionnée des animaux. J'ai 3 chiens recueillis de refuge qui sont ma bouffée d'oxygène et qui vont bien m'aider dans les mois qui vont venir, qui vont être mes meilleurs amis, je crois. Donc voilà qui je suis, Pauline. Au moment de notre conversation, cela faisait 12 jours que Geneviève avait appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein triple négatif. Elle nous explique donc pourquoi elle a fait le choix d'en parler presque tout de suite sur les réseaux sociaux. Je suis une communicante. Mon métier fait que je suis coach de vie, donc j'ai l'habitude de communiquer. Et puis, ma première pensée quand j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein, c'est que ça n'allait pas être simple et que si en plus j'en étais honteuse, ça n'irait pas du tout. Donc, je me suis dit, c'est un truc que je subis. J'y avais déjà réfléchi. Toutes les femmes pensent un jour ou l'autre, tiens, si ça m'arrivait. Et je m'étais dit, je ne m'en cacherai pas. Parce qu'il va y avoir des signes visibles de la maladie. Et si je dois avoir perpétuellement peur que ça se voit, je vais vivre dans une terreur supplémentaire par rapport à celle de la maladie. Donc, ma démarche a été celle-là. Ils le sauront. Et puis, il y a un avantage collatéral au fait de communiquer, c'est qu'on reçoit des marques de soutien incroyables et quand on apprend une nouvelle pareille, on en a besoin. C'est le besoin principal, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vous aiment, qui sont là, qui vous portent, qui sont prêts à vous aider. Voilà pourquoi je l'ai fait. En fait, au mois de mai, j'ai senti, pas du tout au niveau du sein, mais en dessous de mon aisselle, j'ai senti un ganglion.
Mais étant donné que j'ai une maladie auto-immune, moi, qui n'est pas déclarée, mais j'ai une maladie auto-immune, je me suis dit que c'était peut-être un rapport avec ça. Donc, je suis d'abord allée vers mon médecin traitant qui m'a dit, on va faire une prise de sang pour voir si la maladie n'est pas déclarée, mais elle ne l'était pas. Donc, c'était quand même le moment de mon rendez-vous chez le gynécologue, donc au mois de juin, donc un mois après la découverte de ce petit ganglion, je suis allée chez mon gynécologue qui a palpé le sein, qui a dit, il n'y a rien au sein. Mais c'était aussi le moment de ma mammographie parce que moi, j'ai ce qu'on appelle les seins denses. Donc, j'ai beaucoup de glandes au niveau de la poitrine. Donc, je fais une mammographie toutes les années et demie. En Belgique, quand les seins ne sont pas denses, c'est tous les 2 ans. Et quand les seins sont denses, on le fait toutes les années et demie. Et ça tombait le 14 juillet. Donc, je suis allée faire cette mammographie. À la mammographie, il n'a rien vu. Et à l'échographie du sein, il n'a rien vu non plus. Et il m'a donné rendez-vous 15 jours plus tard pour avoir les résultats du prélèvement. Je l'ai revu 15 jours plus tard. Il m'a dit, le prélèvement est douteux, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de cellules, etc. Ce n'est probablement rien, mais on va quand même passer une IRM pour voir avec un produit de contraste s'il n'y a rien. Et je vais faire une biopsie du ganglion. Et je vous revois dans 15 jours. Donc, je l'ai revu le 6 août. Non, le 24 août à ce moment-là. Oui, c'était là le jour de l'annonce. Donc, je suis arrivée, moi, fleur au fusil. Je suis allée toute seule. C'était une 50aine de kilomètres de chez moi. Je suis allée toute seule en voiture, coulos, en me disant, il va me dire que c'est rien. Et puis, là, il m'a dit, voilà, vous avez un cancer du sein. Il m'a rien dit de plus. Il m'a dit, il y a une infirmière de liaison, je ne sais pas du tout ce que c'était, qui va venir vous chercher et vous amener dans un autre service. L'autre service, c'était le service oncologie. Rien qu'à voir le mot, c'était déjà hyper effrayant. Là, elle m'a dit, voilà, vous avez un cancer du sein, vous commencez la chimio très vite, vous allez perdre tous vos cheveux très rapidement, vous devez arrêter de travailler, enfin, un tas d'informations. Et moi, je lui ai dit à un moment donné, écoutez, taisez-vous, il faut que je sorte d'ici, il faut que je parle avec mon mari, il faut que je partage cette information-là. Hein, donc, j'étais toute seule. Donc, je suis sortie de l'hôpital, j'ai appelé Luc pour lui dire, voilà, c'est un cancer. Bon, voilà, je vais faire ce qu'il faut pour revenir. Il voulait venir me rechercher, mais j'ai dit, écoute, non, je rentre à la maison. Sur le chemin du retour, j'ai appelé donc mon mari, j'ai appelé mon fils, j'ai appelé mes soeurs, j'ai appelé mes amis. Je hurlais dans la voiture avec ce sentiment d'injustice. Et puis, voilà, et puis la guerre s'est enchaînée, c'est-à-dire les rendez-vous où j'ai appris que non seulement j'avais un cancer du sein, mais en plus le plus agressif. C'est visiblement un cancer qui se dissémine un petit peu comme une petite pluie. Parce qu'il est disséminé quand même sur 4 centimètres dans le sein, mais même quand l'oncologue a palpé mon sein, elle ne sent rien. Mais il est là. Avec un produit dedans, on le voit. Je l'imagine, moi, sous forme de petites gouttelettes. Mais par contre, ce sont des gouttelettes qui ne forment pas une masse. Heureusement que j'ai eu un ganglion, hein, et que mon sénologue, c'est-à-dire le médecin chargé de l'étude du sein en Belgique, a voulu aller voir plus loin parce qu'il était intrigué par le ganglion. Mon médecin généraliste m'a dit, si ça n'avait pas été lui, on serait passé à côté. Et si on était passé à côté, dans 6 mois, j'avais des métastases ailleurs, c'est sûr. Donc, c'est un cancer du sein qui, heureusement, n'a pas encore commencé à se balader dans mon corps parce que sinon c'était compliqué. Il est resté localisé au sein et au ganglion. Mais c'est un cancer du sein qu'il faut traiter très, très vite. Il n'est pas hormonodépendant, donc on ne pourra pas le traiter aux hormones, mais je suis partie pour un an de traitement. Elle m'a dit, comme il n'y en a pas ailleurs, notre objectif, c'est une rémission totale. Moi, j'ai entendu que ça. Au départ, je me disais, oui, mais peut-être que les médecins mentent, mais non. J'ai lu assez de blogs pour savoir qu'ils annoncent la couleur quand il faut l'annoncer. Hein, c'est malheureusement aussi leur job. Donc, je me suis dit, si elle croit qu'on peut y arriver, on va y arriver. Donc, mais je sais que j'ai déjà 5 mois, rien que 5 mois déjà de chimio, avec les 4 premières, puis les 12 autres. La radiothérapie, on m'a parlé, je pense, de 25 séances. La mastectomie, j'ai eu une semaine d'osto, plus machin, plus truc. Donc, je suis partie pour un an. C'est un petit peu quand vous partez en avion. Il y a les gens qui ont peur en avion, le décollage, au secours, je vais dans les airs, ça c'est la chimio. Quand je suis au-dessus, voilà, j'ai peur qu'il arrive un truc, ce sera la mastectomie. Et puis alors la radiothérapie, c'est l'atterrissage où on se dit il peut arriver un truc, mais j'arrive au bout. Donc voilà, rien ne me plaît, mais rien ne me fait vraiment peur. De toute façon, j'ai pas le choix.
je vis vraiment des montagnes russes émotionnelles. Maintenant, ça commence à s'apaiser un peu. Mais bon, voilà, étant donné que je travaille dans la relation d'aide, je savais par quelles étapes j'allais passer. Et effectivement, les 2 premiers jours, ça a été le déni. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Je me suis dit, ils se sont trompés, c'est pas possible. Voilà, pas à moi. Enfin, voilà, et moi qui me fais suivre, je suis. Ah, mais je suis pas du tout hypochondriaque. Par contre, je fais vraiment très, très attention à ma santé. Je suis végétarienne. Enfin, je fais gaffe. Donc, j'ai vécu 2 jours de déni. Et puis alors, ce qui a suivi, et ça a été ça le plus compliqué, c'est la peur. La peur. Euh, Pas la peur, parce que je n'ai pas peur des traitements, je n'ai pas peur de la chimio, j'ai pas peur de perdre mes cheveux, j'ai pris les dispositions. En fait, j'ai même pas peur de la mort, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de mourir, en fait. J'ai pas du tout envie de mourir. Et donc, j'avais des images extrêmement sombres de moi toute chauve sur un lit, toute maigre, avec Luc qui me tenait par les épaules et que je disais au revoir à mes proches. C'était vraiment une peur atroce de mourir. Je voulais pas. Je voulais vraiment pas mourir. Et puis alors, j'ai eu un sentiment de colère en me disant, merde, enfin voilà, comment ça se fait et parce que j'ai l'impression depuis longtemps de d'essayer de faire un maximum de bien autour de moi. Je suis le genre de femme, par exemple, avant de sortir ma voiture du garage quand il pleut, je vais ramasser les escargots pour ne pas leur faire de mal. Je mange même pas d'animaux, donc je trouvais ça d'une injustice sans nom. Donc, cette incompréhension, cette colère face à l'injustice, et puis des moments comme ça de sérénité où je me disais sans doute que le Dalai Lama vient de me tomber dessus parce que je me sentais tout à fait apaisée. Donc, c'était vraiment des montagnes russes. Et puis, à un moment donné, je suis entrée dans le combat. Donc là, j'ai dit, on y va. Je me suis vraiment lancée dans la bataille. Donc, je sais, et tous les médecins que j'ai rencontrés me l'ont dit, plus de 50% de la guérison, ce sera votre morale. Donc, voilà, je balance quand je vais pas bien, ben je le balance, j'ai suffisamment d'oreilles attentives pour balancer ce qui ne va pas. Et une fois que j'ai balancé ce qui ne va plus, ben ça va bien. Donc, à ce moment-là, je récupère très vite, quoi. Moi, j'ai une page professionnelle sur Facebook, puisque je suis coach de vie et conseillère conjugale, où j'ai un peu plus de 8000 personnes qui me suivent. J'ai pas eu 8000 réactions, mais j'ai eu 600 réactions de personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, etc., etc. Et puis alors, il y a eu des initiatives plus matérielles, on va dire. Donc, j'ai une de mes petites coachées avec qui j'ai vraiment lié un lien important, qui est venue m'apporter une petite trousse avec dedans une boîte à bisous. Elle m'a dit, on a fait 1 million de bisous dedans. Elle et sa petite fille, quand elle faisait un don, tu le prends. Elle m'a apporté toutes sortes de petits trucs très féminins. J'en ai une autre qui m'a envoyé une carte avec des petites graines de fleurs et elle m'a dit comme ça, vous les regarderez pousser en pensant à moi pendant votre traitement. J'en ai une autre qui m'a envoyé, sa fille m'a fait un dessin et elle m'a envoyé un petit bracelet en pierre pour me protéger. Hier, j'ai vraiment, vraiment été très touchée parce que j'ai 2 personnes qui étaient au départ des clients, mais qui sont devenus des amis, qui m'ont amené un grand bocal, comme ça, gravé, parce que le monsieur est graveur sur verre, au logo de mon activité. Le logo de mon activité, c'est un monsieur qui monte une échelle et une dame qui tient l'échelle en bas pour qu'il atteigne la lune. Hein, c'est mon logo. Et il a transformé le logo en me mettant moi qui essaye d'attraper la lune. C'est mon mari reconnaissable à sa prothèse, évidemment, qui tient l'échelle, et un tas de monde autour qui m'encourage à monter. Et ce bocal-là, il est rempli de bonbons et aussi de tous les petits mots que j'ai reçus à l'annonce de mon cancer. C'est fabuleux, quoi. C'est extrêmement touchant. Je reçois des lettres, des cartes, des petits parfums. Et alors, j'ai des amis. Bon, moi j'ai une grande famille, hein, puisqu'on est nombreux, mais j'ai aussi des amis, pardon, qui sont devenus une famille de cœur et qui sont vraiment là pour moi. Par exemple, une de mes meilleures amies est esthéticienne. Elle m'a fait tout de suite un trait d'eyeliner et tout à l'heure elle va me tatouer des sourcils parce que je sais que je vais les perdre. Ma meilleure amie, enfin celle en tout cas que je connais depuis 40 ans, m'a apporté des crèmes pour le corps. Voilà, j'ai vraiment tout un réseau autour de moi et je me dis, il ne peut rien m'arriver, sans parler de Luc. Qui ne sait que faire pour m'être agréable, qui m'a dit, écoute, toi tu t'es habitué à mon moignon, moi je m'habituerai à ton crâne chauve. Je suis vraiment très très bien entourée.
La première des choses, j'ai prévenu tous mes clients que je mettais mes activités entre parenthèses. Parce que j'aurais pu peut-être continuer à travailler un peu, mais mon métier prend énormément d'énergie, puisque évidemment j'essaye d'aider les gens à résoudre des choses pas toujours gaies. Et là, j'ai tout de suite compris que mon énergie, j'allais en avoir besoin pour me guérir. Donc, la première des choses que j'ai fait, c'est prévenir qu'il fallait pas compter sur moi là pour le moment. Donc, j'ai fermé mon agenda et j'ai annulé tous mes événements parce que j'organise des événements pour célibataires. Il y en avait un tas de prévus, je les ai annulés. J'avais un week-end prévu pour un hebdomadaire belge qui s'appelle Femmes d'aujourd'hui où j'allais préparer des célibataires à rencontrer l'amour. J'ai dû annuler tout ça. Donc, j'ai mis mon boulot entre parenthèses. Et puis, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait de prévu pour les femmes qui souffrent d'un cancer. Donc, perdre mes cheveux, ça m'amuse pas, mais bon, voilà, perdre mes cheveux, perdre mes cheveux. Par contre, je n'aime pas ce que ça renvoie comme image. Parce que c'est vraiment le signe extérieur de la maladie. Là, je suis malade, mais personne ne le voit. Par contre, quand je vais être chauve, sans cils, sans sourcils, là, ça va se voir. Et ça m'amusait pas trop, ça. Donc, j'ai commencé à regarder et il y a des trucs fabuleux. Hein. Par exemple, j'ai trouvé en France, justement à Nice, trois jeunes femmes qui ont créé les frangines. Et donc, j'ai tout de suite commandé des trucs. Je les ai contactés, puis j'ai commandé des trucs. Donc, je me suis commandé une frange avec des chouettes petits bonnets. Et puis alors, je connaissais un coiffeur qui s'occupait de femmes qui souffrent de cancer. Je suis allée le voir avec mon mari toujours. Et on a choisi ensemble une perruque. J'ai voulu changer complètement de coiffure, donc j'ai dit écoute, tant qu'à faire, je vais me rajeunir. Donc on a choisi du brun roux comme ça. Et puis alors mon mari a eu une initiative très particulière parce qu'il m'a dit d'habitude, enfin, ça arrive que les hommes se rasent la tête par solidarité envers leurs femmes, mais lui, il est déjà chauve. Donc, il a décidé de porter une perruque. Tant que moi, je devrais la porter, il va la porter aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment préparé, voilà, prévoir quelqu'un qui va venir nous aider un peu dans le ménage, prévoir une infirmière parce que je vais devoir avoir des injections. En fait, quand vous êtes pris en charge dans le cas d'un cancer, il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui vous dit, voilà, il y a ça. Vous recevez une petite farde, vraiment un truc, un organizer comme ça, avec les choses auxquelles penser, auxquelles fatalement vous ne penseriez pas n'ayant jamais été confronté à la chose. Et voilà, moi, comme un bon petit soldat, j'ai suivi tout ça. On y a ajouté une touche de fantaisie et puis on part à la guerre avec notre baluchon et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Je ne me suis jamais sentie autant interpellée par la féminité que depuis que je sais que j'ai un cancer du sein. Et étonnamment, d'ailleurs, mon mari aussi, mon mari qui n'en a rien à faire d'habitude de comment je suis habillée, machin. Ici, il m'a dit, écoute, moi, sans cheveux, il n'y a pas de problème. Mais il a regardé un petit peu sur Internet. Il dit, j'aimerais bien que tu te maquilles, par exemple, quand tu es sans cheveux, pour que tu n'aies pas l'air d'un fantôme, de Casper qui se balade. Et en fait, oui, je me rends compte ça va être porteur de faire attention à ma féminité. Donc j'ai vraiment l'intention, bon voilà, pas les jours où je serai pas bien, là je resterai dans mon pyjama pilou. Dont j'ai fait un stock d'ailleurs étalé devant ma télé, mais par contre j'ai l'intention de faire vraiment attention à la manière dont je vais m'habiller, j'ai l'intention de faire attention à mon corps parce qu'il y a pas mal de personnes et l'oncologue aussi qui m'ont recommandé de faire du sport. Maintenant je vais avoir moins d'énergie, mais j'ai des chiens, je vais aller marcher, j'ai un vélo assistance électrique, je vais faire un peu de vélo, je vais apprendre à me maquiller différemment, je vais changer, donc je vais avoir 4 couleurs de cheveux différentes quand je voudrais. Donc, je vais vraiment être attentive à ça parce que je sais que ça va être très motivant d'avoir envie d'être belle pour mon mari parce que chauve avec un sein en moins, c'est pas super glamour. Hein. Donc, on a parlé aussi de notre sexualité. On sait que ça va être compliqué à ce niveau-là, mais on sait aussi, on a un couple qui a 16 ans d'âge et on sait qu'on passera à travers ça et qu'après, ce sera sans doute mieux encore parce qu'on se sera manqué. Mais je vais faire en sorte de continuer à plaire à mon mari. Ça, je vais le faire. Ça va être un cheval de bataille pour moi. Ce qui est arrivé, c'est qu'un de nos amis nous a appelés hier pour m'encourager en visio, et puis à un moment donné, il a craqué. À un moment donné, il a dit, j'aimerais tellement être près de vous, et je me suis dit, flûte, parce qu'il y a des gens qui souffrent à cause de ce truc. Et ce truc,
mais c'est moi qui l'ai. Donc, du coup, ben, la culpabilité elle revient vers moi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, Luc, qui a déjà vécu des années de galère en perdant une jambe. Mes beaux-parents, moi, j'ai plus mes parents, mais mes beaux-parents qui ont plus de 80 ans. Mes frères et sœurs qui sont tous plus âgés que moi. Mon fils qu'elle a perdu bien loin. Mes amis avec qui on forme un groupe vraiment très fusionnel. Tous les gens qui comptent sur moi pour les aider. Là, c'est pas que je les laisse tomber, mais je ne veux plus être en mesure d'être celle que j'étais. Et alors, j'ai eu ce moment c'est quand même dégueulasse que je leur fasse subir ça. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, non, parce que je l'ai pas voulu. C'est pas comme si j'avais décidé de faire un truc compliqué, et puis qu'ils le subissent. Non, je l'ai pas fait exprès. Donc, ceux qui resteront, resteront. Ceux qui ne voudront pas rester ne resteront pas. Mais voilà, j'ai éliminé très vite ça. Comment je l'ai éliminé? Ben, en le verbalisant, évidemment. C'est toujours comme ça que je fais. Je sors tout ce que j'ai, et puis c'est dehors. Et voilà, ça fait du bien. Je vais pas dire que je cherche, que je provoque chez l'autre cette réponse-là. Moi, je verbalise, et ce qui vient, ben, c'est un petit peu comme du baume qui vient apaiser une petite douleur. Mais je ne garderai rien pour moi. Avant de terminer notre entretien, j'ai demandé à Geneviève de nous trouver un mot pour définir son état d'esprit. Je me permets de réfléchir quelques secondes, parce que j'en ai beaucoup qui se bousculent dans ma tête, mais je crois que ce serait réussite. Réussite. Atteinte de mon objectif. Je vais guérir, ce serait ça. Merci à tous pour votre écoute et merci infiniment à Geneviève pour son temps et sa confiance. Vous venez d'écouter la première partie d'une série d'épisodes où nous retrouverons Geneviève pour prendre des nouvelles. En attendant, toutes mes pensées vont aux femmes, aux hommes et aux enfants qui se battent actuellement contre le cancer. Si vous voulez en savoir plus sur le cancer du sein, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Quant à nous, je vous donne rendez-vous le 1er novembre pour un nouveau témoignage. À très vite.